Je les ai fait marcher au pas parce que mon deuxième surnom, après tout est dit, c'est colonel. Donc, voilà, il paraît que j'étais un peu autoritaire. Je me suis améliorée, hein, je tiens à le dire depuis. Mais donc, je les faisais marcher. Pour autant, c'est quand même un milieu très masculin. Et je le vois un peu moins aujourd'hui, mais c'est un milieu très masculin qui n'était pas toujours facile. Les Illuminés du droit, un nouvel épisode avec la complicité d'Open Law, le droit ouvert, et des éditions L'Ami Liaison du groupe Carnov. L'idée, toujours, de présenter des galeries de portraits. Alors, illuminés du droit, parce qu'ils travaillent dans ce beau métier, parce qu'ils le font peut-être de manière un peu différente, parce que certains n'ont jamais fait de droit, ou parce que d'autres sont arrivés un petit peu là par hasard. Alors, aujourd'hui, on accueille une artiste solaire, parce qu'elle nous vient de Nice, Julia Birinoli. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, vous avez une vie qui est totalement incroyable, je ne vais pas dire rocambolesque, mais en tout cas... romanesque. Romanesque. Alors, ça me va tout à fait. Je vais être transparent, je vous ai eu comme étudiante, vous avez remporté le premier Technodroit, donc cette compétition organisée par le DU Transformation Digitale du Droit et LegalTech, que j'ai le plaisir de co-animer avec le professeur Defin. Mais c'était pas vraiment gagné, c'était le Sud et la médecine au départ, quand vous avez débuté? Exactement, donc j'ai fait toute mon enfance dans le Sud de la France, à côté de Cannes, donc à Mandelieu. J'ai fait tout mon parcours là-bas, donc enfant du soleil quand même. Enfant du Sud. Et 2 premières années de médecine, post-bac scientifique. Alors en réalité, j'ai toujours voulu être avocate, donc depuis toute petite. Et je disais, moi, je veux être avocate pour défendre les femmes et les enfants victimes de violences. C'était très ancré. Il se trouve que mon papa a eu des graves soucis de santé quand j'avais 13 ans et ça m'a fait un peu réfléchir et je me suis dit, s'il faut tenter médecine, il faut le tenter après le bac, je ne le referai pas. Donc me voilà partie en médecine à 18 ans, toute seule à Nice. Et clairement, ce n'était pas fait pour moi. Mais comme j'aime bien répéter mes erreurs, je l'ai faites 2 fois. Voilà, donc j'ai refait... Vous apprenez de vos erreurs, mais à la deuxième fois. À la deuxième fois, donc j'ai refait une deuxième première année. À ce moment-là, j'ai plutôt pensé aller sur pharmacie et peut-être faire du droit en fait pharmaceutique. Donc j'avais commencé à avoir une idée de repartir vers le droit. Et oui, déjà le régulatory à l'époque. Exactement, ça me travaillait déjà. Et fin médecine, il a fallu faire un choix. J'hésitais beaucoup avec mon autre passion qui est la passion du parfum. Je voulais être née aussi. Et j'avais été complètement traumatisée par la chimie organique. Et comme il y a de la chimie orga pour devenir née, j'ai dit bon c'est terminé, je vais en droit, on n'en parle plus. Et donc, me voilà partie, d'abord Aix-en-Provence, puis Assas dès la L2, avec un parcours, somme toute, très classique de droit privatiste et propriété intellectuelle. Ouais, alors classique quand même, déjà vous passez votre CRFPA en M1, ce que l'on recommande tant que c'est possible, Oui. parce que c'est beaucoup de travail, mais après vous avez juste aligné un M2, à Paris-Saclay, Oui. votre Le DU. DU et l'école d'avocat. Tout à fait. C'était un peu ambitieux. En fait, je pensais que le tenter après M1, c'était une bonne idée parce que le M1, et en tout cas à mon époque, on avait la sélection post-M1 pour rentrer en M2, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc le Master 1 était une année assez stressante. Je trouve que c'est aussi la plus technique juridiquement. C'est celle où on apprend le plus. Et donc je m'étais dit, voilà, on va faire le CRFPA dans la foulée. Pour tout vous dire, ma meilleure amie était en médecine. Elle passait cette année-là aussi son internat, enfin le concours en tout cas pour avoir son internat. Et donc l'été d'après, il fallait que je sois libre pour qu'on parte en vacances. D'accord. Donc il fallait absolument que j'ai mon CRFPA cet été-là. Donc j'ai tout donné et je me souviens très bien, le 3e jour de préparation du CRFPA, j'étais chez vous à l'époque pour pitcher donc, la start-up que je présentais à l'époque. Pour le concours du Technodroit. Voilà, parce que non content d'aimer le parfum, donc ça s'était calmé. Vous avez plein d'autres passions. Alors, donc, il y a la tech, on va en reparler avec Eversef que vous avez créé. Mais il y a aussi un côté artistique. Vous avez réalisé des clips de rap. Exactement. Alors, de base, je suis une passionnée d'art, de littérature. Ensuite, de cinéma. Le cinéma, c'est venu un peu plus tard, mais vraiment en amatrice. J'ai toujours écrit un peu. Enfin, en amateur qui a réalisé un court-métrage, long-métrage. Long-métrage. Donc, je commence à m'intéresser au cinéma plus tard. À 18 ans, j'ai toujours lu. Ma maman m'a mis mon premier bouquin à 7 ans dans les mains. Je me suis jamais arrêtée. J'ai découvert les classiques à 14 ans. J'ai trouvé un monde extraordinaire. Alors, parfois un peu déprimant, mais extraordinaire quand même. Et ça a fait toute mon éducation artistique. Et en fait, je me mets à écrire petit à petit. Et il se trouve que c'est un concours d'écriture d'Assas qui me lance sur l'écriture à ce moment-là. Donc, je suis en 2e année de droit.
Il lance un projet qui s'appelle, le thème, je crois que c'est la promenade. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas, même si c'est une association juridique, je vais prendre le thème de la promenade sensuelle. Donc, je me mets à écrire mon premier texte et je l'envoie. Alors, je l'envoie à ma mère qui me dit, tu n'envoies jamais ça sous ton nom, c'est impossible. Parce que j'avais 20 ans, elle a dû se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Bon, ce n'est pas si censurable que ça en réalité, hein, je tiens à rassurer tout le monde. Mais donc, je me lance là-dessus. On a envie de le lire. Voilà, on a envie de le lire. Et encore plus de voir le film qui a suivi. Parce qu'à ce moment-là, je fréquente amicalement, je tiens à préciser, quelqu'un qui faisait des clips et qui faisait un peu du court-métrage et qui lit mon texte et qui me dit « mais c'est top, il faut en faire quelque chose à l'image ». Un deuxième ami me dit la même chose et il me dit « t'as envie de le faire ?» Je dis « bon là, j'ai mes partiels, faut passer le droit des contrats, faut passer tout ça là ». Et le soir, on va au cinéma, on voit un film que j'adore. Et il me dit, on le fait ou on le fait pas? Et je dis, on le fait, mais si on le fait, on fait un long métrage, je veux pas faire de compromis, ce sera sûrement la seule fois de ma vie où je vais faire ça, donc on y va. Et donc, je ne connaissais rien au cinéma, personne ne travaillait dans le cinéma chez moi, et on s'est lancé comme ça. Sans budget, juste avec un bon scénario. Voilà, on avait le scénario, et ensuite, il s'est passé tout un tas d'événements absolument improbables, mais extraordinaires, qui ont fait qu'on a pu aller au bout, avec des financements d'un monsieur... qui a été un mécène très important du projet, rencontré sur une soirée à Cannes. Je vous passe les détails, mais ça mériterait tout un podcast. Vraiment, c'était exceptionnel. Et, je me souviens, Julia, 20 ans, qui débarque, parce qu'il était aussi avocat. Ouais. Et je me retrouve dans son bureau. Il me dit, vous en êtes où? Je dis, j'ai besoin de tourner au Jardin du Luxembourg, mais ça me coûte 2 500 €. Et il appelle sa secrétaire, il dit, faites un chèque de 5 000 € au nom de Julia Pirinoli. Et moi, poker face. Il ne faut pas montrer que je trouve ça extraordinaire. Et je suis sortie de là, c'était la fête. Hein, avec mon chèque, j'avais tellement peur de le perdre que je l'avais mis dans le sac, tout au fond, me promener à Paris avec. C'était un grand moment. Et donc, on fait ce film sans payer personne, juste parce que les gens ont aimé le texte et on dit ça a l'air incroyable. Il y avait une vision derrière, très esthétique. Et le but, c'était de le lancer en festivals internationaux, et notamment de cinéma d'auteur, parce que c'est du vrai cinéma d'auteur. Donc voilà comment le projet s'est fait. Et par ce long métrage-là, qui a eu des prix ensuite, je voulais absolument une bande originale de rap, parce que je suis passionnée de rap français. Par amis, contacts, parce que j'étais beaucoup dans les milieux de rap indépendants à l'époque, je rencontre quelqu'un qui décide de faire ma bande originale. Et après, on a fait 8 clips ensemble, avec plusieurs millions de vues sur les clips. Donc, et tout ça à côté de la fac de droit, voilà, sans connaître la technique de tournage, sans savoir un budget, comment ça se fait pour ce type de choses. J'ai découvert au fur et à mesure, je me suis entourée des bonnes personnes, je pense que j'ai fait les bonnes rencontres, les gens m'ont suivie et on a fait ces clips-là. Je me suis retrouvée dans les nuits à Paris, à Strasbourg-Saint-Denis, Barbès, dans des conditions absolument improbables. Je pense que ma mère ne sait pas tout. Donc on lui montre maman, si tu nous regardes, mais c'était extraordinaire et voilà, on a démarré un peu là-dessus. Et ça s'est arrêté au moment où j'ai passé le CRFPA, parce que là, il fallait faire un choix. J'ai dit à ce moment-là à mon père, est-ce que je veux toujours être avocate? Il m'a dit, si tu passes pas le barreau, tu me rembourses toutes tes études. Je dis, bon, alors je vais y aller quand même. Ah oui, c'est pour faire plaisir à papa au départ. À ce moment-là, je me posais vraiment la question de qu'est-ce que je fais? Parce qu'en plus, il y avait aussi la start-up au milieu. C'est ce que j'allais dire, en fait, vous faisiez les trois. Je faisais les trois en même temps. Oui, je faisais les trois en même temps. J'allais à la fac la journée. La première partie de soirée, on travaillait sur Eversafe et ensuite, on faisait les clips, la post-prod, etc. Donc vous dormiez peu? Je dormais peu et à un moment, il a fallu arrêter les sorties et la vie sociale. D'accord. Le jour où je me suis endormie à une soirée, il s'est posé un choix quand même. Oui, voilà. Ça, donc le choix a été fait rapidement. Et donc voilà, clip de rap, je pense que c'est peut-être le truc le plus original de mon parcours au final. Ça étonne toujours tout le monde. Vous partagez votre surnom parce que oui, en off, je l'ai eu. Donc, oui, on peut. Depuis que j'ai 18 ans, on m'appelle Gangsta Juju. Voilà, Julia, je le revendique encore. Qui, pour un avocat du sud de la France, est intéressant. Mais je ne suis pas de Marseille, hein. Voilà, quand même. C'est Cannes, c'est pas pareil. Alors, l'aventure entrepreneuriale, on recevait Léa Fleury, donc la présidente et fondatrice d'Ordali. Je l'interrogeais sur le côté un petit peu macho que beaucoup de personnes reprochent à cet univers du digital. Vous avez eu un petit peu la même chose. Je crois que quand je vous ai croisé, vous faisiez travailler 7 garçons, si je me souviens bien. J'étais la seule, exactement, vous vous souvenez très bien, on était 6 ou 7. Ce qui s'est passé, c'est que je finissais un peu mes gros projets artistiques, je rencontre des personnes hyper intéressantes qui viennent de divers milieux et à ce moment-là, on voulait faire quelque chose ensemble, en lien avec la technologie. Ça, c'était l'idée de base. Il se trouve que j'étais en stage dans un cabinet de conseil en propriété intellectuelle
Et là, il me vient une idée. Je dis là, quand même, il y a des choses à faire. Il y a des process à améliorer. Donc, oui, parce que vous faisiez la validation, les recherches d'antériorité. Exactement. Des trucs le classiques. suivi portefeuille de marque très classique. Et je me disais quand même, c'est pas optimal là ce qu'on fait. Et donc, je soumets l'idée. On avait pensé à plein de choses. Et cette idée, on se dit, OK, celle-là, elle est réalisable. Elle est facilement réalisable. Et en plus, ayant la casquette juridique, ce sera plus facile de la vendre parce qu'on connaît le marché. En tout cas, moi, je connais le marché. Et c'était au tout début des Legal Tech. On se place là en 2017. Donc vraiment, c'était au tout début. On se rend compte grâce à ça. C'était le début du DU. C'était le premier technodroit qui était la première année du DU, puisque c'est le concours de sortie des étudiants du DU pour faire utile. Et on se lance comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y avait que des garçons dans mon équipe. Et j'étais la seule fille. Je les ai fait marcher au pas, parce que mon deuxième surnom, après tout est dit, c'est colonel. Donc... il paraît que j'étais un peu autoritaire. Je me suis améliorée, je tiens à le dire, depuis. Mais donc, je les faisais marcher. Pour autant, c'est quand même un milieu très masculin. Et je le vois un peu moins aujourd'hui, mais c'était un milieu très masculin qui n'était pas toujours facile. Notamment sur les conférences, où forcément, c'est plutôt eux qu'on a invités. En tout cas, pas chez vous, ça c'est une certitude. Mais ailleurs, on voyait que c'était quand même des figures masculines qui étaient plutôt présentes. Alors, dans cette aventure, il a fallu y mettre fin. C'était un problème de positionnement de produit, c'était un problème de modèle économique. On a eu un petit peu la discussion avec Léa. C'est vrai qu'elle est sur une demande d'IA où tout le monde en veut sans vraiment savoir ce qui était. Vous étiez sur quelque chose de plus établi. Oui. Même si tout le monde n'a pas d'art IP, c'est quand même un produit, la maintenance de marque et tout, assez industriel. Oui, c'est un produit industriel, c'est un produit qui globalement est utilisé. On n'avait pas une innovation, on n'innovait pas extrêmement dans le milieu. C'est-à-dire qu'on apportait en fait une solution qui n'existait pas. C'était industrialisé. Voilà, dans le sens où on permettait de réunir des outils ensemble et aussi à un prix qui permettait d'être utilisé par des petites entreprises et par des cabinets qui n'avaient pas accès à ces outils-là. C'était de la veille sur Internet, en fait. C'était de la veille sur les bases de marques, Union européenne et française, pour faire de la surveillance de marque. On faisait aussi les recherches d'antériorité. Et l'idée, c'est qu'on avait aussi un dashboard qui permettait de retrouver l'intégralité de son portefeuille de marque de façon très simple, qu'on pouvait réorganiser avec les petites annotations. Là, on est en alerte, là, on a une opposition, où on en est. Et on avait pour le coup un excellent rangement de marques en similité-identité avec des pourcentages, des couleurs. Enfin, on avait fait un truc super. J'avais créé j'avais demandé en fait déjà à mes cofondateurs. Déjà du legal design à l'époque. Exactement, l'outil que je rêvais d'avoir. Et donc, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir puisqu'on a arrêté la société. Et par contre, vous avez continué ce métier en tant qu'avocat. Et j'ai continué ce métier. Et ça, c'est aujourd'hui... Il y a une prospective peut-être sur ce projet de reprise, donc on en parlera juste après, mais sur ce qui a fait échouer de façon très lucide et transparente. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'en plus, quand j'ai commencé, je disais tout le temps, la clé, c'est l'équipe. La clé, c'est l'équipe. On entend partout qu'en vrai, une société qui fonctionne, c'est l'équipe. Et on a eu une première partie des cofondateurs qu'on a fait partir du projet, parce que c'est Koh-Lanta, un projet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en vont. Et il est resté 2 personnes. Et mon erreur va être patente quand je vais le dire. C'était mon compagnon de l'époque et son frère. Il y a des fois où ça marche. Certes. Mais là, ça n'a pas marché. Mais là, ça n'a pas marché. Et en fait, quand on s'est séparés, clairement, ça ne pouvait pas continuer. On n'a pas trouvé de façon, en tout cas, de le faire continuer. Il se trouve aussi qu'en réalité, ça coïncidait avec un moment où je voulais récupérer la profession d'avocat. Parce qu'en fait, quand j'ai passé mon CAPA, j'ai donné 6 mois pour développer Eversafe en me disant on voit ce qui se passe. En plus, on était en sortie Covid, c'était en 2020. Donc, trouver aussi un poste de collaboratrice intéressant à l'époque, c'était pas si simple. Évident. Donc, j'avais dit, on va tester ça. Et en fait, au bout de 6 mois, je dis, moi, j'ai envie d'être avocate vraiment. Ça reste quand même mon projet de base. Et donc, je pouvais pas assez compter sur eux pour dire j'ai une activité d'avocate et je continue Eversafe à côté. Et après, en termes de marché, c'était dur aussi d'intégrer le marché, de faire migrer des clients, des prospects sur notre outil, de leur expliquer, ça prend du temps. Je pense que j'avais peut-être pas encore l'aisance que j'ai aujourd'hui, avec le milieu avocat en tout cas, pour leur vendre l'outil. Oui, puis ce que disait Léa, en fait, c'est qu'elle fait beaucoup d'éducation. On faisait beaucoup avec d'éducation. Caudalie, ils font découvrir souvent ces techniques aux avocats. C'est-à-dire qu'après, il y a eu le désenchantement quand je suis arrivée en cabinet, notamment des cabinets qui pourtant se positionnaient tech, et en fait, ça suit. On va dire des noms. Ça suit pas. Non, on dit pas de nom. On dit pas de nom. On dit pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Il y a tout sur LinkedIn.
Pardon. Mais voilà, il y avait une image en tout cas tech et d'utilisation d'outils et ça n'a pas été le cas. Donc je me suis dit en fait mon outil à ce jour pour le vendre j'aurais pas pu. D'accord, décalé en fait. Complètement décalé. En tout cas dans la réalité ce que j'ai vécu dans le service où j'étais dans l'usage, il y a quelquefois des produits qu'on voit aux États-Unis qui sont super mais qu'on voit pas en fonction en France ou quand on en parle. Exactement. Donc ça s'est arrêté comme ça. Ça a été dur, je ne vais pas mentir. J'avais quand même l'impression d'abandonner un peu mon bébé, parce que ça faisait 3 ans qu'on le développait, qu'on travaillait dessus, qu'on n'avait pas lâché. Donc sur le coup, un peu difficile. Et en fait, j'ai un client qui a envie de le reprendre. Un client que j'aime beaucoup, on s'entend très très bien. Ils ont un super outil d'IA pour les entreprises. D'accord. Ils sont incubés chez Monaco Tech. Je bosse aussi avec moi chez Monaco Tech, je leur fais des ateliers juridiques. Et en fait, eux ont envie de reprendre l'outil. Donc potentiellement, là, la suite, c'est de leur faire reprendre l'outil. Ah bah écoutez, ça c'est une excellente, donc le phénix. Donc finalement, on aurait pu faire le phénix du droit plutôt que les éliminer, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Avocate à Cannes aujourd'hui, alors c'est marrant parce que avant on vous disait en gros, tu es avocat d'affaires, tu es à Paris, sinon tu n'existes pas. Il y a un tissu économique hyper dynamique, il y a le parfum à Grasse, à Cannes il se passe plein de choses. Enfin, vous avez développé en relativement peu de temps une jolie clientèle, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, pour la petite histoire, donc, mon CAPA en 2020, à ce moment-là, je vis quelque chose de personnel qui est extrêmement difficile. Je voulais rester à Paris et en fait, c'est pas possible. Je dois me rapprocher de ma famille, donc je rentre dans le sud. Et à ce moment-là, se pose une question, c'est-à-dire que j'ai fait une spécialité qui est normalement typée parisienne. Je me souviens très bien qu'on avait une longue conversation ensemble à l'époque où je vous avais dit qu'est-ce que je fais. Et donc, il s'est posé la question. Et j'ai d'abord cherché des cabinets là-bas. Donc, entre-temps, j'ai fait une petite mission côté gouvernement monégasque pour la rédaction de la loi blockchain. La loi blockchain, puisqu'on en avait parlé, j'étais arrivée chez De Gaulle. Exactement. Florence à l'époque. Et donc, j'étais un peu passée par là au milieu. Puis ensuite, je suis recrutée dans un cabinet en tant que collaboratrice classique. Donc, assez contente quand même d'arriver à trouver un poste intéressant, propriété intellectuelle dans le Sud, où là, je peux voir qu'en fait, il y a un tissu économique. Parce qu'avec Sophia Antipolis, on a beaucoup de tech, on a beaucoup de startups. Monaco est aussi il y a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup d'activités. Avec, on peut le dire, on ne va pas les vexer, donc je vais dire très peu d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle et technologie. Des avocats monégasques. Voilà. Et il y a Nice, où quand même, une très grande ville, beaucoup d'entreprises. Et Cannes, le maire est super parce qu'il fait venir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'entre le Festival de Cannes, en fait, on a aussi MIPIM, le MIP comme le MIP TV, le Lions, on a une activité qui est très, très forte. Donc, j'ai découvert tout un tissu économique que je n'imaginais pas, avec des avocats qui ne s'étaient pas positionnés. Il se trouve que dans le cabinet où je suis collaboratrice à ce moment-là, je sais que j'y resterai pas pour diverses raisons. Et donc, le fait aussi que je commence à rentrer des clients perso me fait poser la question, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en réalité, la collaboration aujourd'hui, si on se dit la vérité, dans beaucoup de cabinets, ça permet pas d'avoir une vraie activité à soi à côté. Ça dépend des cabinets, mais en tout cas, dans ceux dans lesquels j'étais, c'était compliqué. Je connais des adresses. Ça, je sais. Mais en tout cas, celui où j'étais à l'époque, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? La clientèle perso me prend de plus en plus de temps. Je dis, poussé un peu par mon entourage, on se lance, on y va. Et donc, parce que votre père est assez entrepreneur, je crois. Mon père est chef d'entreprise. Votre frère est sportif de haut niveau. Exactement. Mon père aussi est un ancien sportif de haut niveau. Donc, on a un côté un peu, on fonce dans la famille. Et il me disait, t'es capable, t'es capable, t'es capable. J'avais jamais imaginé lancer mon cabinet dans ma vie. J'avais toujours dit que je le ferais jamais. Et là, je me retrouve au pied du mur, un peu. Et je dis, allez, on y va. On saute. Et donc, 1er septembre l'année dernière, je dis, on ouvre le cabinet. Et donc, me voilà à mon bureau, toute seule, à ouvrir mon cabinet. Et ça s'est développé, en réalité, extrêmement rapidement. Donc, les clients, en fait, se sont arrivés assez vite. Vous êtes allé un peu les chercher, quand même. Je suis allée les chercher. Beaucoup de réseautage, concrètement. Après, il y a eu j'ai testé des choses. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Mais globalement, beaucoup de réseautage, beaucoup d'événements, aller rencontrer du monde, ça passe aussi beaucoup par ça. Un entourage familial qui vous pousse quand même beaucoup et qui vous donne beaucoup confiance en vous. Qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a pas lâchée parce que comme toute lancée, et j'ai retrouvé ce qu'on avait vécu avec Eversafe, mais en plus difficile parce que là, j'étais seule, c'est dur. Il y a des moments où il y a eu des dossiers qui étaient difficiles. Le soir, on est seul, quoi. Face à soi-même, on peut pas aller toquer à la porte à côté et dire appel à un ami, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Et il y a la question aussi de la stabilité financière, qui est que quand on est seul et qu'on vit seul, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que de savoir est-ce qu'on va manger dans 3 mois.
Donc, il a fallu faire face à ça. Et en fait, au final, on est 1 an plus tard et cette question-là de stabilité financière, je ne me la pose plus. Donc, merci l'univers et le travail que j'ai fourni pour ça. Je sais ne pas manger pendant 3 mois ou j'ai plus de problème? J'ai plus de problème. Non, voilà. non, je mange. Je pense que voilà. Je mange, ça, il n'y a pas de souci. Mais non, ça, plus de questions. Et j'ai une chance extraordinaire. Je suis entourée par des clients super, globalement, franchement, qui me ressemblent aussi dans l'idée où ils ont un vrai côté entrepreneur et l'envie de faire des projets sur du long terme, avec des visions business très précises, très intelligentes. Donc, on fait des projets incroyables ensemble. Bon, il y a un peu d'affect aussi avec eux. Il y a un côté un peu maternel, je pense, qui se passe avec eux, où j'ai envie de les accompagner, de faire partie de leur projet. Et à chaque fois, je dis « on » en fait, parce que j'ai l'impression de faire partie. Alors après, je m'excuse, je dis « je suis désolée », je fais comme si je faisais partie de votre boîte. Ils me disent « mais non, on trouve ça super ». Mais moi, j'ai l'impression de faire partie d'eux. C'est un vrai conseil qui fait partie de pour moi, la partie. Je fais partie de leur projet et j'ai envie de les faire grandir un maximum. Alors évidemment, avec certains clients, on ne peut pas le faire. Ils viennent pour une mission, ça s'arrête là. Mais la plupart, quand même, on se projette sur de l'accompagnement long terme et ça, c'est super. Alors, le temps passe toujours, hélas, trop vite quand on reçoit ces invités incroyables. Et en fait, plutôt que des illuminés, ce sont des illuminations du droit. Parce qu'à chaque fois, on voudrait passer plus de temps. Avec tout ça, vous avez en plus des engagements personnels, des convictions, je ne sais pas comment on peut dire. Mais au niveau local, vous avez un ancrage, vous êtes une vraie fille du Sud de Cannes, quoi. Tout à fait. L'envie, en rentrant dans le Sud, j'ai adoré vivre à Paris, je tiens à le dire. Paris est ma 2e maison, hein, donc je reviens régulièrement. Mais je suis une vraie sudiste. L'identité méditerranéenne, mon territoire, c'est important. Et très vite, il s'est profilé quand j'ai eu le cabinet, que j'avais aussi un peu plus de temps à organiser dans ma journée, c'est-à-dire que je pouvais partir 2 heures. Et donc, j'avais envie aussi de m'intégrer dans un tissu associatif. Et à ce moment-là, je me suis posé la question de ce que j'allais choisir, parce que j'ai des sujets de cœur, mais je voulais pouvoir faire des choses plus larges. Il y avait le parfum, il y avait l'art, vous pouviez repiquer dans plein d'autres choses. Exactement. Et début juin, j'envoie un mail un peu comme ça à la jeune chambre économique de Cannes Pays de Lérins, et je me dis, bon, on va voir, j'irai bien voir ce qui se passe, quoi. Et en fait, il m'appelle, il me dit « mais c'est super, on lance un projet qui s'appelle Cannes Immersive, la mairie de Cannes nous a missionné pour créer un studio pour les artistes qui veulent créer des œuvres immersives. » Et en fait, il nous demande de créer entièrement le projet, donc les plans, le design, mais aussi toute la partie juridique. Et après, tout un tas d'ateliers, colloques sur l'IA et le droit. Et donc, il me dit « on a besoin d'une juriste, tu as le profil parfait, c'est incroyable que tu nous appelles aujourd'hui, on a notre première réunion ce soir. » Je dis « ah bah j'arrive ». Et j'ai été extrêmement bien accueillie, ça a été super. C'est un projet qu'on a terminé le 27 septembre. La mairie a été très contente. Bravo. Ça a été un très beau rendu. Ça va continuer. Je pense que normalement, le projet devrait se faire. Donc, on a commencé là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai tellement aimé cette équipe-là. Et ce que ça permettait, que j'ai décidé de devenir membre. Donc, j'ai été intronisée il y a 1 mois. Et j'ai commencé d'autres commissions, notamment celle de ramener les jeunes au musée, donc à l'art. Ça, on le fait avec la ville du Canet, le musée Bonnard. Et là, on a un prochain projet qui arrive, et c'est assez inédit de le dire ici, parce qu'on en a peu parlé pour l'instant. Mais on est en lien avec Alexandra Martin, donc députée de chez nous, qui est très engagée sur les violences intrafamiliales. Et donc, l'idée avec elle, c'est de faire une vraie mission de lutte contre la pédocriminalité et l'inceste, qui est vraiment, au-delà de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mon sujet de cœur, mon combat de cœur que j'ai envie de tenir. J'avais jamais eu l'occasion de m'engager jusque-là sur ce sujet-là, et c'est tombé là au bon moment. Et donc là, c'est notre projet sur les prochaines années, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, cette jeune chambre nous permet de faire des choses sur le côté territorial, et puis vraiment pour les gens, et plus tard au national, parce qu'on espère pouvoir amener des choses au national aussi, avec des modifications de loi potentielles. Voilà. Donc, avocat dans la cité, appel aux compétences ou aux bonnes volontés pour venir à Cannes, avec une visite au passage du coup de cet espace immersif qui va faire rêver, et on peut s'arrêter au festival, à votre cabinet bien entendu. Oui, il faut passer me voir. Mon deuxième travail à Cannes, c'est guide touristique. Donc, si vous venez, je vous fais les meilleurs restaurants, et surtout, ce qu'il faut manger, on l'a dit tout à l'heure, et surtout tout ce qu'on peut offrir tant en termes économiques qu'en termes de beauté. On a, désolé Paris, mais la plus belle région de France. Donc, la Bretagne. Merci. La Bretagne. Merci de ne pas oublier. Voilà, si je n'avais pas vécu, j'étais pas rentrée dans le Sud, je serais allée en Bretagne, donc la Bretagne. Bon, alors tout va bien. Vous allez avoir la possibilité de revenir. On pourra. Je pense que de toute façon, Open Law et l'ami Liaison auraient souhaité vous avoir à nouveau,
parce que tous vos projets, ils vont être de plus en plus beaux, ils vont de plus en plus nous inspirer. Ouais. Et c'est ce qu'on voudrait arriver à provoquer avec ces portraits. Donc, merci beaucoup, Julia, d'être venue à notre rencontre. On espère une grande prospérité pour votre cabinet. Donc, si vous avez des besoins à Nice, à Cannes, vous téléphonez à Julia Leonelli, elle vous fera, non content de votre consultation, en plus un accompagnement bar-restaurant, le combo. On est super heureux que vous nous ayez encore écoutés et on espère que ça vous donne envie de revenir et de nous retrouver le mois prochain. À très vite.